Madame, Monsieur les membres du gouvernement, chers journalistes, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous, la conférence de presse du gouvernement. Mesdames et messieurs les journalistes, aujourd'hui nous allons porter notre regard sur un phénomène nouveau que connaît notre pays ces dernières années. Il s'agit de la question des déplacés internes. Et pour en parler avec vous, nous recevons Madame Hélène Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Occasion pour Madame le ministre également de vous parler du plan d'urgence et des actions du gouvernement en faveur de ces déplacés. À ses côtés, M. Rémi Fulgens Dendjounou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui restera à votre disposition pour les questions d'actualité. Mais avant, le porte-parole nous fera l'honneur de nous communiquer des notes introductives à cette conférence. Donc, Monsieur le ministre, à vous la parole pour vos notes introductives à cette conférence. Je voudrais, avant que Laurence puisse prendre la parole, m'arrêter sur quelques faits majeurs à venir ou qui ont marqué notre actualité dans ces 2 jours. Je voudrais simplement vous informer, ça, vous le savez, que le gouvernement envisage, avec l'administration territoriale, la décentralisation et la cohésion sociale, la commémoration donc de l'an 4 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et de la résistance au coup d'État du 16 septembre 2015. Cette commémoration, vous le savez, vise donc à rendre hommage à nos martyrs, à magnifier le combat de notre peuple pour la liberté et la démocratie et à transmettre par ces moments extrêmement difficiles les exemples de courage et de maturité qui ont animé les Burkinabés durant ces 2 événements. De façon très sobre, il y aura donc des actions de salubrité qui seront mises en œuvre, il y aura des offices religieux et il y aura, pour terminer ces commémorations, une cérémonie de dépôt de gerbes présidée par son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, le 31 octobre. Je voudrais également, à ce titre-là, rappeler que depuis quelques mois, on a, comme a dit Emmanuel, une situation assez particulière avec des déplacés. Il y a un fait qui peut ne pas passer inaperçu sur lequel nous voudrions insister, c'est le geste de solidarité exprimé par le peuple ghanéen, par la remise d'un chèque de 200 000 $, à peu près 110 millions de francs CFA, pour venir soutenir le Burkina dans sa gestion de la crise humanitaire née de ces menaces terroristes-là. Il faut saluer ce geste de solidarité africain, mais il faut surtout le mettre dans le contexte où aujourd'hui, la lutte contre les terroristes ne peut se faire que dans une concertation de tous les États, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et les États frontaliers, qu'ils soient francophones ou anglophones, sont tous concernés par cette situation. Je voudrais, pour terminer mon propos et ne pas empiéter sur le domaine de Laurence, vous rappeler que le 20 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours, la famille de la presse sacrifie donc au rituel de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse. La thématique de cette année, c'est comment consolider la liberté de presse face à la menace terroriste. C'est vrai que c'est une thématique d'actualité qui nous interpelle, tant pour notre sécurité personnelle, mais également pour la question très délicate du traitement de l'information, avec bien sûr ce que beaucoup de journalistes considèrent comme une atteinte à la liberté de presse, le code que nous avons révisé, le code pénal, qui ne vous empêche pas cependant, je vois, de continuer à travailler et d'apporter cette information nécessaire. Je voudrais donc, sur ces propos, m'arrêter là et inviter donc Laurence Ilboudo-Marchal à nous présenter donc cette partie sur la prise en charge de cette crise avec les réfugiés. Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir. Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent, nous l'avons tous constaté. Le pays enregistre en effet des déplacements massifs de population dans toutes les régions, exacerbés par la recrudescence des attaques terroristes à partir de janvier 2019. Je dis ça parce que depuis janvier 2019, les attaques se sont très intensifiées. L'insécurité affecte aujourd'hui 800
000 personnes. On enregistre à ce jour 486 360 personnes déplacées internes réparties dans toutes les 13 régions. Les zones les plus sensibles sont les suivantes. La région du centre-nord, 270 476 personnes, dont 55,61%. La région du Sahel, 160 741 personnes, soit 33,05%. La région du Nord, 31 998, soit 6,58%. La région de l'Est, 10 293 000 personnes, soit 2,12%. La boucle du Moun, 8 577, soit 1,77%. Les autres personnes sont à moins d'1%. Donc, maintenant, quand nous descendons au niveau des provinces, les provinces les plus touchées sont le San Matenga, qui est à 96 409 personnes, soit 40,38%. Le Soum, 132 871 personnes, soit 27,32%. Le BAM, 46 872 personnes, soit 9,64%. Le Namentenga, 27 195 personnes, soit 5,59%. Et le Lorum, qui a 23 050 personnes, soit 4,74%. Quand on quitte les régions, les provinces, nous allons dans les communes les plus touchées. Nous avons Djibo, 79 982 personnes, soit 16,46%. Ensuite, nous avons Barsalgo, qui est à 50 632 personnes, soit 10,41%. Nous avons Kaya, 44 588 personnes, soit 9,17%. Nous avons Arbinda, 25 183 personnes, soit 5,18%. Et Namisigma, qui a 23 906 personnes, 4,92%. Aussi, les catastrophes naturelles, telles que les inondations, les vents violents, ont été enregistrés dans quelques localités, les pays faisant 13 000 personnes sinistrées. Il est important de dire que c'est vrai que nous avons des personnes déplacées, mais nous avons d'autres personnes qui devraient être prises en compte. Le gouvernement et les organisations humanitaires nationales et internationales œuvrent au quotidien pour apporter une assistance aux personnes durement touchées par les catastrophes et les personnes déplacées internes. À ce jour, nous pouvons faire le bilan suivant. L'assistance aux victimes de catastrophes et des personnes vulnérables. Nous sommes à 24 132 personnes vulnérables qui ont bénéficié de vivres et de matériel de survie. 12 285 personnes victimes de catastrophes ont bénéficié d'une assistance en vivres et en matériel de survie. Cela, c'est les vents, les inondations, les incendies, les conflits intercommunautaires. L'assistance aux personnes déplacées internes dans les communes d'accueil. L'assistance apportée sur les personnes déplacées internes dans les communautés d'accueil se décline de la manière suivante. Nous avons 318 332 personnes déplacées internes ont bénéficié d'une assistance en vivres. 4 sites officiels ont été aménagés. Nous avons le site de Barsalgo, Foubé, Pinsa et Kelbo. 2 autres sites en cours d'aménagement, celui de Piscila et de Titao. 38 000 ménages. Quand on parle de ménages, c'est environ 266 000 personnes ont bénéficié de tentes familiales, de cash transfert et des abris. Et pour cela, c'est dans les communes de Dablo, Barsalgo, Kelbo, Pinsa, Gorom, Djibo, Dori, Arbinda, Kutuku, Boussouma, Piscila, Foubé, etc. Ces zones ont eu l'assistance à ce niveau. La dotation de 58 265 ménages, soit 408 000 personnes en matériel de survie, nattes, vêtements, lampes solaires, seaux, bassins, bouilloires et des kits d'hygiène, surtout pour les femmes.
Nous avons 40 000 ménages, soit 280 000 personnes ont reçu depuis les articles d'ustensiles de ménage composés des cuisines, des vaisselières et tout. Nous avons 176 000 personnes qui ont bénéficié d'interventions sur le secteur eau, hygiène, assainissement à travers la réalisation et la réhabilitation de certains forages, la distribution d'eau à travers les citernes d'eau, la dotation en matériel d'assainissement et de sensibilisation sur l'hygiène et l'organisation des journées de salubrité sur les sites, parce que vous savez que quand il y a beaucoup de monde comme ça, il est important que l'hygiène soit respectée pour éviter certaines maladies. Nous avons 650 000 personnes dans les communautés hautes qui ont eu accès aux soins de santé dans les services sanitaires. Nous avons la mise en place du service de prise en charge psychosociale pour les déplacés, donc l'accompagnement des personnes spécifiques. L'organisation d'audiences foraines sur les camps de Barsalgo et de Foubé pour la délivrance de 2000 extraits de naissance au jugement supplétif. 5000 personnes ont reçu des cartes d'identité nationale burkinabé. La mise en place d'une base de données mensuelle actualisée sur les personnes déplacées internes et les familles hôtes. Ça veut dire que quand nous enregistrons avec les familles hôtes qui accueillent ces personnes. La tenue d'une réunion sectorielle, assistance alimentaire, enregistrement, éducation, protection, abri et matériel de survie avec les autres partenaires humanitaires. Ça, c'est l'État, mais nous travaillons avec le système des Nations Unies qui coordonne avec toutes les autres agences humanitaires. À ce jour, l'intervention du gouvernement est évaluée à 2,5 milliards de francs CFA que le gouvernement a mis. Mais il est important de savoir que les partenaires aussi ont financé directement, parce que vous savez quand les appuis des partenaires, c'est financé directement sur le terrain. Mais à ce jour, nous allons capitaliser cela pour donner un montant exact, parce que comme le financement ne passe pas par le gouvernement, ce sont les ONG elles-mêmes qui évaluent. Et nous, on voit l'impact sur le terrain avant d'accepter. Donc, c'est validé en Conseil de ministres. Donc, j'attends de valider ce document pour vous donner l'apport exact des humanitaires sur ce secteur. En ce qui concerne les défis, en dépit des efforts fournis par le gouvernement, les organisations humanitaires, la situation humanitaire au Burkina Faso est loin de s'améliorer. Vous voyez tous les jours son lot d'attaques et le lot de déplacés internes. Les défis à relever sont les suivants. Le renforcement de la cohésion sociale, la sécurisation des différentes localités pour réduire, voire mettre fin aux déplacements des populations. Le financement des ressources, la mobilisation des ressources reste insuffisant. Vraiment, nous sommes aujourd'hui, par rapport à la réponse d'urgence que nous avons élaborée, qui s'évalue à 187 millions de dollars. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 32% qui ont été mobilisés. Donc, mais la mobilisation de ces ressources, ce sont toujours ces humanitaires qui travaillent sur le terrain. Donc, nous allons faire le point aussi après. La coordination des interventions isolées de certaines organisations humanitaires sans concertation ni information préalable ne permettent pas de focaliser et de capitaliser ce que les autres font. Parce que nous voyons des initiatives de part et d'autre qui sont à saluer, mais il faut coordonner cela pour que nous puissions avoir l'impact et orienter, selon les besoins du terrain, les personnes qui doivent agir. Et cela aussi, c'est un défi à relever. Au niveau des perspectives, au regard de l'aggravation de la situation humanitaire, il est impérieux de trouver des mécanismes de financement afin de mobiliser des ressources nécessaires pour sa gestion appropriée. Ces ressources à mobiliser doivent permettre de mettre en place différentes interventions dans le secteur prioritaire qui sont les abris. Vous savez que nous avons des besoins d'abris. Et les matériels de survie, 91% des populations déplacées internes vivent dans les communautés d'accueil. 1% sur les sites installés depuis mars 2019. 8% des personnes déplacées internes pour
qui étaient dans les écoles en cours de transfert aujourd'hui, parce que nous avons 8% qui étaient dans les classes. Compte tenu de la situation de la rentrée scolaire, il faut déplacer ces personnes pour leur donner des abris. À ce jour, nous avons un gap de 35 000 abris et il faut déployer des stratégies pour arriver à mobiliser ces 35 000 abris pour ces communautés. La protection des personnes vulnérables, les enfants, les femmes enceintes représentent une grosse partie de ces populations et les personnes vivant avec un handicap restent une préoccupation majeure pour nous parce que dans ce genre de conflit, les femmes souffrent en silence. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup d'harcèlement et il faut que nous travaillions qu'on n'ajoute pas le traumatisme de ces femmes. Donc, nous travaillons à cela. L'assistance alimentaire qui vise à couvrir les besoins des personnes déplacées et les populations hautes, tenant compte des normes de 2200 calories par personne et par jour. L'enregistrement continu des personnes déplacées dans les familles d'accueil, parce qu'il est important que nous continuions cet enregistrement tous les jours, parce qu'après, le plan d'accompagnement va jusqu'à la réinstallation. Donc, nous travaillons. L'accès à l'eau et aux services d'hygiène et assainissement. L'accès aux soins de santé pour les PDI. PDI, c'est en abrégé personnes déplacées internes. La nutrition pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Donc, il faut enrichir l'alimentation de cette cible pour permettre qu'il y ait moins de maladies. Le développement de nouvelles stratégies pour l'accès à l'éducation pour les enfants et les ménages déplacés dans les zones d'accueil. Vous savez qu'ils ont quitté chez eux, donc c'est pour ça que nous faisons des classes sur les sites d'accueil et nous arrivons aussi à scolariser des enfants qui n'étaient pas scolarisés. Donc, nous devons continuer cela. L'appui aux moyens d'existence au relèvement. Ça veut dire que nous devons mobiliser les ressources pour accompagner les familles qui veulent retourner chez eux. Parce que vous savez que quand ils retournent chez eux, il n'y a plus rien. Le bétail est parti, il n'y a plus rien. Donc, il faut les aider à se réinstaller. Donc, nous travaillons à mobiliser les ressources pour ça. Pour finir, je voudrais exprimer la reconnaissance du gouvernement aux populations hautes, les populations endogènes. C'est elles, ces populations, qui sont les premières sur le terrain. C'est eux qui portent le secours. C'est eux qui sont vraiment à l'écoute des autres qui viennent. Et quand les gens viennent, vous savez, quand vous avez 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui vous envahissent comme ça, il y a la peur, mais ils répondent bien à cette solidarité. Donc le gouvernement voudrait, par ma voix, exprimer toute la gratitude au niveau de cette solidarité endogène. Aux partenaires techniques et financiers, les organisations humanitaires nationales et internationales, aux entreprises, aux individus, aux groupes. Vous savez, il y a eu une solidarité, la presse, qui est très inquiète par rapport à cette à ce nouveau défi. Et pour finir, je voudrais vraiment dire que le gouvernement prend en compte toutes les préoccupations. Nous savons, nous écoutons la radio, nous savons que vous êtes tous préoccupés par ce défi qui nous a été imposé. Mais vous savez, la gestion des hommes reste très complexe parce que ça nécessite du temps, ça nécessite la réflexion et comme nous allons sur un terrain difficile, ça nécessite de sécuriser ceux qui viennent, les secouristes aussi. Donc par moment, vous avez l'impression que les choses vont lentement ou il n'y a pas, mais non, nous sommes là et nous serons toujours là à l'écoute des populations les plus vulnérables. Mais il est bon aussi de rappeler que les personnes déplacées représentent une cible, mais il y a des personnes qui ne sont pas déplacées, qui sont des personnes vulnérables, qui ont aussi des préoccupations dont le gouvernement devrait répondre. Et ces personnes aussi, nous sommes là pour elles. Merci. Bien, merci à Madame le ministre pour ces informations et ces chiffres. Nous allons, avec votre autorisation, ouvrir le volet questions. Nous allons procéder par vague. Donc, la première rangée à droite pour ceux qui voudraient intervenir. Ok, merci. Kindo Basiratou.
Studio Yafa, Fondation Hirondelle. Et c'est par rapport aux actions spontanées qui se fait aussi autour de cette problématique des personnes déplacées. Qu'est-ce que le ministère fait en termes de coordination? Quand on prend la campagne Faisons un geste, organisée par beaucoup d'organisations de la société civile, il y a aussi des initiatives personnelles, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui initient spontanément des actions au profit de ces déplacés-là. Qu'est-ce que le ministère fait en fait concrètement pour capitaliser aussi ces, je ne dirais pas des acquis, mais ces actions-là? La deuxième question porte un peu sur, et Madame le ministre a parlé tout de suite de la mobilisation des ressources pour aider les familles qui veulent retourner chez eux. Qu'est-ce qui peut être fait de façon concrète pour ces personnes qui ont complètement quitté les abris, on va dire? Ignace Ismaël Nabolé de Burkina 24. Donc je voudrais quelques précisions concernant la date de la compilation de ces chiffres. Quelle est la date précise à laquelle ces chiffres ont été récoltés? Et aussi quelques précisions par rapport au nombre de femmes, d'enfants déplacés, aux hommes aussi. Je suis Touré Bangali, journaliste correspondant France 24 au Burkina Faso. Je vous ai entendu, mais j'ai eu l'impression de n'avoir pas entendu le nombre de déplacés à Ouagadougou. Est-ce que ça existe? Et ça se suivra combien? Deuxième question, Madame la ministre, quel est le dispositif mis en place aujourd'hui, surtout dans la ville de Ouagadougou, quand on sait qu'il y a des déplacés ici, pour l'accueil des enfants qui sont aujourd'hui en situation d'aller à l'école, mais qui se retrouvent aérés dans la nature avec leurs parents? Est-ce qu'il y a un dispositif spécial que vous avez mis en place au niveau du ministère de l'Éducation? Merci, je suis Adama Salaméré de l'agence de presse africaine. Au niveau des perspectives, Madame la ministre a parlé de mobilisation de ressources. Comment est-ce que le gouvernement compte mobiliser effectivement ces ressources-là pour venir en aide à ces déplacés? Merci. Armand Kimba, journaliste à Minute.bf. Madame la ministre, en fait, je voudrais savoir si le bilan que vous avez fait aujourd'hui sur le nombre de déplacés prend évidemment en compte les déplacés qui ont été accueillis dans certaines familles dans les villages. Je prends le cas de Kongoussi par exemple. Chez moi-même au village, il y a plus de 40 personnes. Deuxième question, c'est de savoir que deviennent maintenant les déplacés de Pazani. Ceux qui avaient été sommés de rejoindre le site des déplacés. Sommet Christian Radar Info Burkina. Je rejoins le confrère parlant des déplacés de Pazani. On a fait un tour après la rentrée scolaire. Il se trouvait qu'ils étaient accueillis dans des écoles, dans des établissements privés. Quand on les a sommés de quitter les lieux, ils étaient obligés de déguerpir ces déplacés, en tout cas de ces écoles. Parmi eux, il y avait des élèves et des enfants en âge d'aller à l'école. Vraiment, quelle est la solution pour ces populations qui vraiment sont terrifiées, ont peur de repartir, pendant que l'État dit ici, il n'y a pas de centre d'accueil pour ces éléments-là. De Radio Burkina. Madame le ministre, je voudrais savoir exactement pour les déplacés de Kongoussi. Certains avaient souhaité retourner chez eux pour récolter leurs champs et autres. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Est-ce que certaines personnes ont pu repartir ou bien personne n'a pu encore bouger de Kongoussi pour repartir dans son village? Je voudrais également avoir une idée des sinistrés, des catastrophes de cette année. Je me nomme Farida Tiambiano, Radio Omega. Ma question est relative à la mobilité des déplacés internes. Donc j'aimerais savoir s'ils sont invités, puisqu'il y avait une communauté qui était sortie, pour inviter les déplacés qui fuient les villages à se rendre sur les sites prévus. Donc j'aimerais savoir si, comme pour ceux de Bassalgo, ils sont invités à aller dans ces camps-là, ou bien pour les autres déplacés-là, ils peuvent aller où ils veulent dans l'ensemble du territoire. Asma Odaou, de Radio Omega.
Madame la ministre, vous avez parlé d'actions humanitaires non concertées. En fait, j'ai déjà eu ce souci-là. J'ai posé une question à une bonne volonté sur le terrain. Est-ce que, au nombre de vos actions qui ne sont pas enregistrées par le ministère en charge de tout ce qui est humanitaire, qu'est-ce que vous pensez de cela? Pour cette bonne volonté, ce sont des gens qui sont dans le besoin et pas de protocole. Il faut leur apporter de l'aide tout simplement. Maintenant, ici, vous avez appelé à ce qu'il y ait une concertation pour que tout cela puisse être comptabilisé, pour que vous ayez tout cela en chiffres. Je ne sais pas quelle appréciation vous faites de cela. Et puis, Madame la ministre, les déplacés ont des questions comme les récoltes abandonnées et le retour chez eux. Nous avons demandé, un de mes confrères de Burkina Faso, Ismaël Naboula, a sollicité la présence des ministres de la Sécurité et de la Défense. Est-ce que vous avez une réponse à cela, à ces préoccupations? Parce que vous êtes tout le temps sur le terrain avec eux, vous vous imprégnez des réalités. Comme vous côtoyez ces deux ministres, est-ce que vous avez une réponse à nous apporter? Gérard Sanou de Radio Pulsar. Alors, Madame le ministre, est-ce que vous avez pris en compte la proposition de l'Union pour le progrès et le changement UPC qui demandait au gouvernement de subventionner la carte nationale d'identité burkinabé à 500 francs au lieu de 2500 francs? L'UPC trouve que c'est même une question de sécurité parce que, selon Amadou Djemdjoda Diko, parmi les déplacés, on ne sait pas qui est qui. Donc il faut nécessairement les identifier. Est-ce que vous avez mis la question en étude à ce jour? Je vous remercie. Merci, cher journaliste, pour vos questions pertinentes et surtout l'intérêt que vous accordez à mon département. Pour Bassiratou Kindo, c'est ça, Kindo Bassiratou, l'action spontanée autour des PDI, qu'est-ce que le ministère fait? C'est ce que vous voulez. Faisons un geste, les initiatives personnelles, qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, nous avons fait des communiqués pour organiser cela. Nous avons le CONASUR qui est là, qui peut accompagner ces personnes. Parce que vous savez que les humanitaires aussi qui travaillent dans ce domaine travaillent eux-mêmes sur le terrain. Ils font l'action eux-mêmes, mais c'est coordonné avec le CONASUR pour la crédibilité et pour capitaliser ce qui est fait. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous ouvrons nos portes à ceux qui ont vu qu'on les accompagne. Maintenant, ceux qui n'ont pas besoin de notre accompagnement, nous ne pouvons pas non plus demander à aller faire les choses à leur place. Mais ce qui est important de dire, c'est que parfois, on fait des doublons. Parfois, le gouvernement est passé, il repasse. Or, il y a des gens qui en ont besoin, qui n'ont pas eu. C'est pour ça que nous voulons coordonner avec les actions que nous faisons et avec les autres partenaires pour dire, s'il y a un partenaire qui a travaillé sur une zone X, si quelqu'un d'autre vient, nous on dira allez sur la zone Y parce que la zone X a été déjà couverte. Donc c'est pour ça que nous demandons cette coordination. Mais en dépit de la coordination, nous saluons les initiatives perso. Moi, je suis plutôt satisfaite. Mais sachez bien aussi que l'humanitaire reste un business aussi. Nous sommes là pour répondre à la vulnérabilité. Quand il y a la guerre, quand il y a la vulnérabilité, il y a aussi des esprits à trouver, les esprits malins à trouver bénéfice dans la misère des autres. C'est clair. Donc, le gouvernement ne va pas être responsable de quelqu'un qui va dire après, on m'a dupé, j'ai donné de l'argent, on m'a fait ça. Nous, on ne pourra pas tant que nous n'avons pas accompagné cette structure. Vous savez, nous ne pouvons pas non plus être derrière tout le monde. C'est pour ça que nous demandons des actions coordonnées. C'est tout. Sinon, nous sommes très heureuses, particulièrement moi, quand nous voyons des initiatives, des gens qui aident, mais c'est mieux de vous rapprocher de nous pour qu'on vous dise, voilà, allez dans telle zone, ou bien n'allez même pas parce que c'est difficile. Si vous allez, vous pouvez aussi y rester, parce que le plus souvent, il ne faut pas que les secouristes aussi restent en portant secours. Parce qu'après, c'est nous encore, nous allons venir. Il y a parfois des gens qui disent, non, nous-mêmes, on va aller là-bas, on va faire des middays pour mobiliser, on veut bien. Mais ça nécessite aussi que nous puissions vous sécuriser sur ces zones-là. Parce que vous n'allez pas aller porter secours et puis après être une victime aussi. Il est important que ceux qui veulent faire ça sachent que nous sommes dans une zone difficile, des moments difficiles, donc il faut prendre ça en compte. Donc, nous avons fait des communiqués par rapport à l'accompagnement du gouvernement. Ceux qui désirent cela, nous serons là. Ceux qui ne veulent pas peuvent aller directement aussi le faire. Mais bon, le gouvernement ne pourra pas non plus capitaliser ces actions. La mobilisation des ressources pour les familles qui veulent retourner chez eux. Vous savez, le plan de réponse est composé
a 3 composantes. La première composante, c'est la réponse d'urgence, qui est de stabiliser les personnes psychologiquement, de leur donner à manger, de leur donner des abris, de les soigner s'ils sont blessés. Et la deuxième phase, c'est le prélèvement, ça veut dire l'enregistrement et le suivi psychosocial qui veut de donner la parole à la personne pour demander ce qu'il veut. Il y a d'autres qui veulent retourner chez eux, mais il y a d'autres qui ne veulent plus retourner chez eux parce qu'ils sont tellement traumatisés qu'ils ne veulent plus retourner chez eux. Dans ce cas, il faut qu'on renégocie là où ils veulent être déployés pour les accompagner dans leur nouvelle vie. Et après, quand il y a la stabilité plutôt, nous accompagnons ces personnes dans ces zones pour qu'elles puissent s'installer. Donc, ce sont ces 3 composantes qui font à peu près les 187 millions de dollars que nous avons donnés dans le plan d'urgence. Tant aussi qu'on a pris en compte les personnes vulnérables qui ne sont pas déplacées. C'est pour ça. Monsieur Nabolé, la date de comptabilisation, c'est à la date du 2 octobre 2019 que nous avons pris ces données, mais c'est chaque 10 jours que nous faisons le point des enregistrements. Monsieur Touré, vous parlez des PDI de Ouagadougou. Est-ce qu'il y a un dispositif mis en place? Je pense que le gouvernement a communiqué là-dessus longtemps. Nous ne prenons pas des personnes déplacées internes sur Ouagadougou. Nous offrons la possibilité aux déplacés ici d'identifier les zones où nous sommes pour les sécuriser et leur donner des dispositifs d'accompagnement. S'ils ne quittent pas, nous n'enregistrerons pas les gens sur Ouagadougou. Première raison, parce que Ouagadougou est une grande ville, donc pour la sécurité de ces personnes, c'est difficile. Deuxième raison, c'est que nous avons aujourd'hui des infiltrés par rapport à des personnes déplacées internes. Vous avez vu un communiqué de la gendarmerie qui dit qu'ils commencent à recruter des jeunes, des enfants et des femmes pour être des indiques. Nous ne pouvons pas favoriser ça en tant que gouvernement, donc nous ne pouvons pas. Et nous avons demandé à ces personnes de regagner des sites où c'est sécurisé, parce que quand on prend des personnes déplacées internes, il faut sécuriser ces personnes, il faut donner un minimum de commodité. Donc, c'est ce qu'il faut. Ça demande de l'énergie, ça demande des ressources. On ne peut pas éparpiller les ressources et l'énergie que nous n'avons pas. Donc, c'est pour ça que nous demandons aux gens de Ouagadougou d'identifier les zones où il y a déjà des personnes, nous allons les accompagner là-bas. Mais s'ils ne veulent pas, sûrement ils sont ici dans les familles d'accueil. Nous encourageons cette solidarité endogène de Ouagadougou, c'est possible. Si vous avez des tuteurs, des familles qui les accueillent, très bien. Mais le gouvernement n'opérera pas sur Ouagadougou. Monsieur Adama, par rapport à la mobilisation, la perception, vous avez dit la mobilisation des ressources, comment vous allez faire? C'est ce que nous faisons, nous communiquons. Aujourd'hui, le Burkina est le centre d'intérêt de l'international. Nous avons le système des Nations Unies, nous avons des partenaires. Aujourd'hui, le ministre de la Communication vient de dire que le président ghanéen nous a donné de l'argent pour répondre. Nous comptons sur ça et surtout sur notre générosité interne. Vous savez, nous avons, pour les enfants en situation de rue, nous avons ouvert Airtel Money pour dire, même si quelqu'un donne 100 francs, mais il ne donne pas. Nous sommes très faciles à la critique, mais pour agir, ça devient difficile. Mais or, on doit compter sur nous-mêmes d'abord avant de compter sur l'extérieur. Je voudrais savoir combien de Burkinabés aujourd'hui ont donné 500 francs par cash transfert au CONASUR et vous pouvez venir nous demander des comptes. Nous avons tous les 3 mois les dépenses effectuées, un rapport donné à son Excellence le Premier ministre pour les partenaires qui veut et qui veut aussi les informations sur la gestion de ces ressources, c'est ouvert. Armand Kinda, le bilan des PDI dans les villages. Vous savez, même les villages sont comptés. Vous savez, quand ils vont dans les villages, avant d'aller, ils viennent se faire enregistrer à la Solidarité nationale, au ministère. Ils prennent les dotations, ils repartent chez eux. Ils sont enregistrés. Maintenant, il y a parfois des poches. C'est vrai, il y a parfois des moments où on n'a pas enregistré ces personnes, mais quand nous sommes interpellés, nous allons les enregistrer. Nous enregistrons et les personnes et la famille qui accueille pour apporter l'aide aux 2 entités. Donc, quand ils sont dans les familles, ils sont enregistrés. Parce que le plus souvent, vous voyez, avec des vivres, ils sont enregistrés. On donne des dotations tous les 3 mois ou tous les 2 mois, selon la disponibilité des vivres. Mais maintenant, si vous avez des inquiétudes, s'ils n'ont pas été enregistrés, vous pouvez nous interpeller. Et je profite aussi de demander à ceux qui veulent nous interpeller, écrivez-nous avant d'écrire sur Facebook ou bien dans les journaux. Parce que l'intérêt, c'est de satisfaire
ce n'est pas de se plaindre. Donc, nous sommes là pour vous servir. Monsieur Paul Savadogo, par rapport à Kongoussi, certains souhaitent repartir chez eux. On comprend que personne n'aime être loin de chez lui. Mais aujourd'hui, le défi, je le dis et je le dis haut et fort, qui nous est imposé, nous ne l'avons pas demandé, est un défi d'ordre humain. Il faut que chaque humain s'implique pour qu'on y arrive. Si chacun ne s'implique pas, ça sera difficile. Si tout le monde pense que c'est le gouvernement à lui seul qui sera la réponse, nous nous trompons énormément. D'où la nécessité de voir comment nous pouvons nous organiser pour répondre à cette inquiétude. Donc c'est ce que je peux dire. Ceux qui veulent repartir chez eux, il y a d'autres qui sont repartis chez eux, vous savez. Parfois, il y a la résilience des populations. Nous savons parce que nous avons fait un projet de raccompagnement des personnes déplacées dans certaines zones. Je vais vous dire une chose. Koutoukou, quand j'ai dit on a opéré sur Koutoukou, les gens vont dire « Ah, c'est pas vrai ». Si. Koutoukou était une zone reculée et il y a 2 mois avant, peut-être 2-3 semaines avant cette attaque sauvage de Koutoukou, nous avons envoyé 100 tonnes de matériel vivre, non-vivre et d'abris à Koutoukou et de médicaments pour les populations de Koutoukou parce que vous savez, Koutoukou-Arbinda, la route était très dangereuse. Et l'armée nous a accompagnés pour cette opération. À l'aller, ils ont été attaqués, le convoi. Ils sont arrivés à Koutoukou, ils ont secouru les gens avec les équipes et puis l'armée. Au retour, ils ont été attaqués à la roquette et aux mines. Il y a eu l'appui aérien. On a perdu un camion. Ils sont revenus. Et les populations ont été résilientes. Donc, mais c'est pour vous dire que nous travaillons et ce travail doit être encouragé et soutenu par chacun de nous. Personne n'a voulu cette situation. Personne. Donc, il ne faut pas jeter la pierre non plus à une personne ou à un département ministériel. Il faut réfléchir comment nous allons nous en sortir. Et c'est ce que nous faisons. Et vous voyez beaucoup des attaques et des réattaques dans certaines zones. C'est parce que ces populations sont résilientes. Et veulent repartir chez eux, on les attaque pour les dissuader de ne pas venir. Mais on va s'organiser parce qu'on ne peut pas chasser quelqu'un de chez lui. Ce n'est pas possible. C'est comme lui dire de mourir. Ce n'est pas possible. Il va résister 1 journée, 2 journées, 1 mois, peut-être 2 ans, mais il va repartir, c'est clair. Donc nous allons travailler à permettre à chacun de vivre là où il veut au Burkina Faso. Et ça, c'est l'objectif du gouvernement. Asmao me demande comment nous faisons pour les actions non concertées. Parce qu'il y a des gens qui disent pas de protocole. L'humanitaire, c'est pas partager son repas un jour. C'est d'aider la personne à vivre sans vous après. Parce que si vous commencez, il faut finir. Ça demande beaucoup d'énergie. Or, quand on est solidaire, quand on est fatigué, quelqu'un d'autre prend le relais pour que la personne ne retombe pas. C'est pour ça que je vous demande de venir avec nous pour qu'on aille ensemble. Parce que quand vous aidez à un moment, le gouvernement se repose ou bien fait ailleurs. Quand vous dites nous sommes fatigués, mais nous sommes arrivés à un point X, vous arrêtez, nous sommes obligés de prendre à ce point X pour que la personne ne retombe pas en précarité, pour qu'il puisse sortir de sa précarité. Donc, ne pensez pas que parce que vous dites pas de protocole, je lui donne à manger aujourd'hui, demain il aura faim. Après-demain, il voudra se soigner. Les jours après, il voudra inscrire ses enfants à l'école. Après, il voudra travailler de lui-même. Vous faites comment? Pas de protocole. Il faut un protocole organisé pour aider les gens à sortir de leur vulnérabilité. La politique sociale est une politique. Ce n'est pas du saupoudrage ou bien ce n'est pas du populisme. Non. On structure les stratégies pour permettre à la personne, à un temps X, de sortir de sa vulnérabilité et d'être autonome et de participer au développement. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Mais ce n'est pas seulement aller donner à manger, donner des sacs de riz. Moi, le plus souvent, quand les gens disent on a donné 5 sacs de riz et tout, ou bien des maïs, vous savez, le maïs là, il faut le moudre et tout, on fait comment après? Il faut des équipes pour suivre tout ça, pour que les femmes puissent nourrir leur famille. Le gouvernement est derrière, mais on ne va pas dire non plus aux gens de ne pas donner des sacs de maïs parce qu'on en a besoin. Mais c'est quand on coordonne les choses, il y a une synergie entre les choses, c'est mieux
utilisés par les bénéficiaires. C'est tout ce que je demande. Mais ceux qui ne veulent pas de protocole aussi peuvent agir sans le gouvernement. C'est libre. Il y a des gens qui ont récolté et qui ont abandonné leur récolte. Ça, c'est une grosse préoccupation parce que nous savons qu'ils doivent récolter, mais nous pensons la défense et la sécurité travaillent à permettre à ces gens de récolter parce que c'est vital, les récoltes. Donc, nous allons travailler dans ce sens. Gérard, à nous, qu'est-ce que nous faisons pour les subventions d'extrait de naissance par rapport à ce que l'UPC nous a dit? Peut-être, mais chez nous, au niveau des PDI, c'est gratuit. Si eux, ils proposent 500, si les personnes déplacées internes, c'est gratuit, on ne leur a pas demandé de payer. Donc, je pense que le gouvernement a une longueur d'avance à ce moment. Mon directeur de cabinet sera là pour vous donner les supports de communication. Merci infiniment. Merci bien, Madame le ministre. Monsieur le ministre de la Communication, nous allons donc vous inviter à rejoindre le pupitre pour vous prêter aux questions des journalistes. Mireille Bailly, du journal numérique Faso PIC. Ma question est relative au volet sanitaire. Avec cette grève des médecins, qu'est-ce que le gouvernement fait du côté de ces déplacés-là pour qu'on puisse revoir les médecins à leur poste? Touré Bangali, France 24. Je voulais savoir, au jour d'aujourd'hui, en termes de pourcentage, quelle est la proportion que le gouvernement burkinabé peut dire par rapport à la surface, par rapport au pays, que ce secteur est sécurisé. Deuxième, on observe de plus en plus la naissance des structures autodéfense. Est-ce que c'est possible de connaître la position du gouvernement par rapport à ces personnes qui se lèvent, qui créent eux-mêmes leur défense? Quel est aujourd'hui le besoin réel du pays pour faire face à cette crise humanitaire sans précédent? Je suis Abdoulaye Bari, je suis journaliste à True TV. Ma question, monsieur le ministre, qu'est-ce qui ne marche pas dans le système de défense nationale? Deuxième élément, qu'est-ce que le gouvernement prévoit aujourd'hui en termes de dynamique nationale pour que le pays puisse exercer sa souveraineté sur chaque centimètre carré de la République, comme Madame la ministre l'a dit? La deuxième question, c'est par rapport à ces derniers temps, on a vu quand même qu'il y a certains Burkinabés qui sont profondément opposés à la présence de l'armée française au Burkina. Or, on a vu il y a quelques semaines, une unité de 80 militaires français a permis de sauver Djibo et d'établir un pont aérien entre Djibo, Tongomayel et Ouagadougou pour pouvoir évacuer près de 250 personnes. Quelle est la lecture du gouvernement sur la position de l'armée française au Burkina? Êtes-vous pour la présence des forces armées françaises ou vous êtes, comme ces syndicats, pour le départ de l'armée française? Bonsoir, Sophie Douce, correspondante pour Le Monde. Je voulais peut-être compléter aussi la question. Est-ce qu'on peut revenir là sur cette manifestation qui a eu lieu donc samedi avec plusieurs centaines de manifestants qui réclament donc le départ des forces étrangères, notamment françaises du Burkina Faso. Donc il y a certaines voix qui s'élèvent justement pour ce départ-là, certains qui critiquent une violation de la souveraineté nationale. Qu'est-ce que vous leur répondez exactement? Merci. Je vois que la question sécuritaire est une question particulière. Et comme j'ai dit à Ismaël Naboulé, en temps opportun, les ministres en charge de la question défense et sécurité viendront. Mais lorsque j'écoute les propos qui sont, la manière dont les questions sont avancées, effectivement, je préfère qu'ils continuent à travailler un peu, parce que votre perception des choses peut poser un certain nombre de difficultés. Alors, je pense qu'il faut reconnaître que c'est une ville comme Koutoukou, de par la zone. Et ça me permet de faire cette ouverture, ce que disait la ministre Laurence. Lorsqu'on décide de faire de l'humanitaire, il faut aller jusqu'au bout. Sociologiquement, pourquoi ces zones-là ont été autant fragilisées? Il y a la responsabilité de nos États, mais il y a également ce business de l'humanitaire qui a fait d'un certain nombre de zones, des zones entièrement dépendantes en termes d'aide. Il ne faut pas oublier ça. Donc lorsqu'on traite une question comme celle de ces zones où nous avons aujourd'hui des difficultés, il y a les États qui n'ont pas construit, mais il y a tout ce commerce, entre guillemets, ce business humanitaire qui s'est développé sur ces zones-là, qui a pris de l'argent, qui a mis des populations en situation d'assistance et après qui s'est retiré. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait une action, il faut qu'elle soit concertée. Alors le nombre de déplacés va croissant, le volet sanitaire. Je vais permettre
Laurence de pouvoir réagir là-dessus, mais il faut savoir que dans son propos, elle a dit l'un des accompagnements, c'est un accompagnement sanitaire. Et on arrive à le faire. Donc, elle va vous expliquer comment on arrive à le faire. Le volet de la grève, ça, c'est un volet sur lequel on s'est déjà exprimé largement là-dessus. Je pense que, je le dis et je le redis, quelle que soit l'importance de la lutte au niveau des syndicats aujourd'hui, il y a quand même une question essentielle, c'est le droit à la vie. Et je pense qu'une lutte syndicale, aussi dure, aussi justifiée soit-elle, ne peut pas aboutir à une situation où on a des pertes de vie. C'est une question qu'on doit se poser en toute honnêteté pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays. Il ne faut pas avoir peur de se poser ces questions-là. Moi, je dis toute lutte syndicale se justifie. Pour autant, est-ce que laisser mourir quelqu'un, pas parce que vous n'avez pas le minimum, parce que vous estimez qu'il y a une projection à avoir dans les années à venir ou un engagement à mettre en œuvre, qu'on laisse mourir les gens. Je pense qu'aussi, on doit pouvoir aujourd'hui s'interpeller sur cette question-là en toute franchise. Mais je crois que sur ces questions, la ministre en charge de la Santé met le dialogue en place. Tôt ou tard, je pense que les acteurs reviendront sur la table de la négociation. En tout cas, c'est le souhait du gouvernement pour que nous puissions reprendre et finaliser ces négociations-là qui ne font que trop de mal parce qu'elles traînent au Burkinabé dans leur entièreté. La position des zones... Vous me posez une question qui est extraordinaire. C'est-à-dire, vous voulez, M. Ben Ali, que je vous dise, le Burkina est divisé, il y a 7 parties. Le Burkina n'est pas divisé. Ce que on ne peut pas admettre, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une partie du Burkina qui échappe. Les actions qui sont menées, il y a des répliques de part en part. C'est une bande, effectivement, qui est une bande grise sur laquelle les acteurs se battent. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, et ça c'est quand même, malgré les problèmes qu'on a, à la différence de certains pays de la sous-région, il faut reconnaître quand même ce mérite-là à nos forces de défense et de sécurité, à notre communauté, c'est d'avoir maintenu l'intégrité du territoire jusqu'à présent. N'empêche qu'il y a des poches où il y a des pénétrations, c'est clair. Mais pour autant, quand vous regardez dans la zone du Sourou, ceux qui connaissent la zone savent déjà comment le vide administratif existait avant même les attaques. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que dans certaines zones, il n'y a pas l'administration. C'est parce qu'il y a eu les attaques, parce qu'il y a le conflit, je dis qu'on découvre ces vides-là. Mais les habitants de ces zones savent depuis toujours, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a toujours été des zones de trafic plus ou moins consenties et acceptées par les différents acteurs. Les naissances des structures d'autodéfense. Là-dessus, je pense qu'à l'époque, le ministre d'État, Simon Komboré, a été clair. Il y a un texte qui régit ces structures-là. Et tant qu'une association ne respecte pas ces textes-là, elle ne peut pas interagir. Je l'ai dit aussi, aujourd'hui, dans certaines zones du Burkina, n'eût été les actions des Raouga ou des Kolwego ou des Dozo, l'insécurité serait encore plus forte. Donc, elles doivent se conformer au texte, mais on ne peut pas nier leur présence sur le terrain. On ne peut pas nier le fait que parfois elles sont utiles, y compris dans l'aide qu'elles apportent aux forces de défense et de sécurité. Monsieur Barry, la situation du pays est extrêmement dramatique. Les départs importants du pays sont tombés. Le Soum, il n'y a plus que 2 villes. Je suppose que vous connaissez la carte du Soum et que les 2 villes que vous citez là, il y en a d'autres, y compris Djibo, qui ne sont pas occupées. Alors que vous avez cité 2 villes que vous dites qui ne sont pas occupées. Évitons d'en faire de la surenchère. Évitons de faire monter la mayonnaise comme si le pays était totalement désossé et partagé. Il y a une réalité. Et à l'approche de ce 20 octobre, sous la thématique de notre célébration, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme traitement journalistique? La critique de l'action gouvernementale est la plus pertinente aujourd'hui parce qu'on a besoin de cette critique-là pour avancer. Mais créer la psychose, comme notre ami du Monde a fait et qui a fait partager les papiers partout, que notre armée est en déliquescence totale, elle ne peut plus tenir, mais elle tient. Et elle est là. Voilà. Vous faites un papier où on a l'impression que le Burkina est en train de s'effondrer. Mais le pays est là, il se bat. Le papier aurait dû nous dire aussi, en le contextualisant, que c'est une armée qui pendant 20 ans, je vais être honnête, depuis 2009, c'est une armée qui a été désarmée pour permettre à un régime de rester. On ne restructure pas une armée en pleine guerre en 2 ans. Le papier ne l'a pas dit. Alors donc vous nous dites, et là ça participe à tout cette idée de dire le Burkina est en train de s'effondrer. Le Burkina a une situation difficile. Celui qui le nie
ne voient pas la réalité en face. Mais le Burkina est un pays qui tient. Voilà, vous le savez, nos forces de défense ne communiquent plus beaucoup, mais chaque jour, il y a des résultats qui sont engrangés. Chaque jour que Dieu fait, puisque vous êtes bien introduit, vous le savez. Pour autant, il y a des hommes qui tombent. Et ça, c'est pas bon. L'action a changé parce qu'aujourd'hui, il s'agit de toucher les gens en tirant sur les civils, en touchant le cœur et la sensibilité des gens. On a la faiblesse de penser que lorsqu'un militaire meurt, c'est normal, parce que c'est son métier. Mais on a la plus de difficulté à admettre qu'un civil meurt. Et eux, ils l'ont compris. Et ils tirent dessus, et nous, on alimente. On alimente. On met le moulin, on fait brûler les choses. Je pense qu'une chose est d'aller dire la vérité au gouvernement. Sur cet aspect-là, il y a un problème. Une chose est aussi de participer à une campagne pour dire « ça ne va pas, tout s'effondre ». Ce n'est pas parfait. Ça se construit. Il y a des échecs. Mais il faut savoir que ça avance et petit à petit, on pourra mettre des choses en avant. Je ne suis pas celui qui dirait « tout est parfait ». Ce n'est pas vrai. Mais je pense aussi qu'il faut que nous acceptions de regarder comment les choses se mettent en place petitement. Je pense qu'il y avait le départ, la manifestation. On est un pays de liberté. Et je pense que beaucoup d'entre vous ici dans la salle, beaucoup d'entre nous se sont battus pour qu'on ait ce droit de manifester là et d'exprimer nos points de vue. D'ailleurs, quand vous regardez le niveau d'expression dans nos médias, dans d'autres pays en situation de conflit comme ça, on aurait coupé les réseaux Internet, on ne le fait pas. Parce que chez nous, c'est un acquis. On s'est battu pour ça. Donc, les acteurs qui estiment qu'il y a une présence étrangère, ils expriment le manifeste. Mais je le dis, cette guerre ne peut pas se mener tout seul aujourd'hui. Elle a besoin de synergie avec les pays de la sous-région et avec les autres forces. Le président nigérien l'a dit de façon assez dure, si on ne règle pas la question de la Libye, même si nous on fait des efforts ici, on va difficilement résoudre le problème. Donc, il faut qu'il y ait une réalité internationale qui touche les éléments et qu'on règle les questions. J'ai rappelé que les forces françaises, et vous l'avez dit en donnant les chiffres, etc., sont intervenues. Le point de prise dernier, j'ai dit 2 fois, ils sont intervenus parce qu'on avait besoin de soutien aérien, parce qu'on avait senti à un moment donné une force se déployer de façon insistante sur certaines localités du Burkina. Et ça, je ne le nie pas. Mais je dis pour autant qu'il n'y a pas de base française au Burkina. Après, si des personnes estiment qu'on n'a pas le droit de collaborer avec la France, il y a un accord de coopération militaire qui a été signé, elles manifestent et elles expriment leurs sentiments. Mais nous, on pense aujourd'hui que dans la situation actuelle, autant on a besoin de l'armée malienne pour nous donner des coups de main quand c'est nécessaire, autant on a besoin de l'armée nigérienne pour nous donner des coups de main quand c'est nécessaire, autant on a besoin du partage de renseignements avec tous les États de l'espace UEMOA CEDEAO, autant on a besoin de certaines opérations de la présence française qui nous apporte parfois le petit plus de puissance de feu qu'on ne peut ne pas avoir à un moment donné. Voilà sur ces questions-là. Je voudrais demander à Laurence si c'était possible donc de revenir sur les questions de la prise en charge sanitaire. On m'a posé des questions sur les zones sinistrées. Les zones qui étaient sinistrées, les régions sinistrées. Nous avons le centre-sud tout récemment. Nous avons le centre-ouest, les hauts-bassins, centre-sud et l'est. Donc, nous avons eu 1392 personnes sinistrées pour ces régions-là. Donc, je voudrais dire ça. Et dire que nous avons commencé les CNIB, nous avons réalisé 5000, il y a 2000 en cours actuellement, c'est parce que aussi il faut déployer les équipes et les équipes sont ailleurs, donc c'est pour ça. Et dans la mesure, c'est gratuit par rapport à l'enveloppe financière et nous avons des partenaires qui continuent à nous appuyer parce que c'est des gens qui sont déplacés, on ne peut même pas leur demander de l'argent pour cela. Donc c'est ce que je vous ai dit tantôt. Et je voudrais dire par rapport à la grève du système sanitaire, c'est vrai, ça impacte beaucoup sur les personnes déplacées internes parce que c'est des personnes qui ont besoin de soins. Nous travaillons avec de bonnes volontés. Il y a des associations de médecins, des associations d'infirmiers, des associations de maïticiens et tout, qui travaillent avec nous et qui sont déployés sur ces zones et qui travaillent, qui couvrent ces personnes. Je voudrais vraiment lancer un cri de cœur à ces personnes. C'est vrai qu'en tant que membre du gouvernement, on va dire que je défends ma sœur, mais en tant que ministre en charge des personnes vulnérables,
ce sont ces personnes qui sont les plus touchées par leur grève. C'est une grève qui est dirigée sur les pauvres, parce qu'ils exercent sur les privés. Celui qui est riche ne sent pas que les gens, ils grèvent ici. Ils sont malades, ils vont dans le privé, ils sont soignés, mieux ils prennent leur avion, ils partent. Qui trinquent, c'est les pauvres. Et je ne pense pas qu'eux, ils l'ont fait pour les pauvres. Je pense qu'ils veulent se faire entendre, ce qui est juste, mais de revoir la forme. Parce qu'on peut se faire entendre sans encore creuser cette vulnérabilité qui est déjà assez grande. Donc, je fais un cri de cœur par rapport à M. Barry, qui dit que dans le Soum, nous avons seulement Djibo. Nous avons les statistiques ici. Sahel, Oudalan, nous avons en personnes déplacées internes 3,86%. Nous avons des hommes, 3287 hommes, 4000 femmes et à peu près plus de 10 000 enfants entre 0 et plus de 5 ans. Le Sénon, nous avons, le Yaga, nous avons des personnes là-bas. Si on nous dit qu'il y a des villages qui ont été désertés comme d'autres, bien sûr, parce qu'ils ont été attaqués, nous sommes d'accord. Mais nous travaillons à reprendre ces zones. Quand on dit reprendre, c'est de sécuriser ces zones. Mais il y a quelque chose que je voudrais aussi dire à l'opinion publique. Quand les gens se déplacent, ce n'est pas parce qu'ils sont attaqués. Ils se déplacent parce que c'est en prévision d'être attaqués. Donc, il faut aussi que les gens comprennent ce phénomène de psychose. Tout le reste, c'est des anticipations. Oui, on va nous attaquer. Oui, on a attaqué un village à 10 km. En moins de 6 ou 7 mois, on a triplé le chiffre des voisins qui étaient pires que nous. Quand je disais pire, on avait les mêmes problèmes, les pays de l'Iptago-Gourma. Nous, on a dépassé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui cultivent cette psychose pour l'énergie, les ressources de l'État. À quelle fin? Donc, il faut que nous puissions être critiques et à la fois aider à aller de l'avant. Cette psychose nous handicape. Aujourd'hui, on nous dit quel est le pourcentage de zones occupées au Burkina Faso et tout. Je demande à la personne qui pose cette question, est-ce que la sécurité 100% existe? Il faut repenser les choses. Je vous demande, ce que je vous demande, nous avons un défi. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a tellement un capital de crédit dehors. Les gens croient en nous parce que nous sommes un peu plus forts, résilients. Il faut qu'on reste dans cette dynamique, dans cette résilience à dire, on peut se battre entre nous, mais personne ne viendra nous diviser. Ça, c'est important. Merci. Nous sommes donc au terme de ce point de presse. Je voudrais souhaiter donc à tous nos confrères une bonne commémoration du 20 octobre, Journée nationale de la liberté de la presse, et vous demander aussi de garder votre esprit critique et incisif afin que le gouvernement puisse corriger tout ce qui ne marche pas, mais de garder également en mémoire qu'il n'y a quand même qu'un seul Burkina et que notre responsabilité sociale parfois mérite qu'on regarde certaines choses avec beaucoup plus de détachement et de professionnalisme. Merci à tous et bon week-end, parce que demain c'est parti. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, fin de la présente conférence de presse qui recevait Madame Hélène Marie-Laurence Ilbourdo-Marchal, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, et Monsieur Rémi Fulgens Dindjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Merci à toutes et à tous pour votre constante disponibilité et votre accompagnement. À très bientôt.